Conférence call sur la croissance. On a entendu plutôt ou vu Fabius sur une chaîne d'information indiquer que les perspectives de croissance étaient passées de 0,8 à 0,2, 0,3 pour la France. Ça fait un changement assez important. Si on veut simplement faire le calcul sur ce que ça donne en termes de croissance, compte tenu de ce qu'on a jusqu'à présent, 0,8% de croissance, ça faisait 0,8 en moyenne, hein, donc on calcule chaque PIB par trimestre, on fait la moyenne 2013 par rapport à la moyenne 2012, on était pour chaque trimestre à 0,4 de croissance. Si on fait 0,2%, ça fait 0,15% de croissance. C'est beaucoup plus faible et ça se traduira certainement par des chiffres d'emploi plus dégradés que ce qui était attendu avec une hypothèse de 0,8. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est vraiment cette question qui est au cœur des problématiques européennes. On a vu les chiffres la semaine dernière, les chiffres de croissance du quatrième trimestre. Alors c'est le quatrième trimestre, c'est du passé. On a vu le ZOO ce matin qui était nettement mieux orienté et qui devrait nous faire nous réjouir. Simplement, c'est pas aussi simple que ça. Et donc on va regarder ça dans le détail et essayer de comprendre pourquoi cette économie européenne tarde à retrouver de l'allure et pourquoi on a de telles divergences au sein de la zone euro, hein, parce que si on prend, même si on regarde pas la Grèce, le Portugal, par exemple, a vu son activité depuis 2008 baisser de plus de 8%. L'Espagne est à presque 7%. L'Italie est à plus de 7%. Donc c'est des mouvements qui sont extrêmement forts, extrêmement violents et très préoccupants en même temps, parce qu'on ne peut pas exclure que cette situation se traduise par de l'instabilité sociale. On commence à en voir en Espagne. Je ne sais pas comment le relate la presse française, que j'avoue ne pas lire très assidûment, mais dans la presse anglo-saxonne, on en parle pas mal, et je crois qu'il faut être attentif à ces questions. Alors, avant cela, on va revenir sur la dynamique conjoncturelle, sur la façon dont les choses se sont passées cette semaine. Il y a eu beaucoup d'éléments. Entre-temps, n'oubliez pas, vous pouvez poser des questions. Je vois que il y a toujours un espace qui vous est réservé sur ce point, donc n'hésitez pas parce que le sujet est important aujourd'hui. C'est clairement la problématique la plus forte, la problématique majeure aujourd'hui pour la zone euro. Ça me paraît beaucoup plus important de régler les questions de croissance, même si c'est compliqué, que de régler les problèmes de dette publique qui n'ont qu'une importance relative. On ne s'est jamais battu pour un chiffre de dette publique. On peut se battre pour l'emploi, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pas parce que vous allez réduire la dette publique très vite que vous créerez des emplois. Ça, c'est un leurre qu'il faut bien avoir à l'esprit. Alors, revenons sur la conjoncture. Eh bien, reprenons ce premier graphe que j'ai simplifié, qui montre l'évolution de l'activité sur la période 2006-2012, dernier trimestre, pour les grands pays. Et donc vous avez la Corée qui est tout en haut, que j'ai pris comme représentative des pays émergents. Il n'y a pas le même chiffre pour la Chine, un chiffre comparable, donc je ne l'utilise pas. Voilà, la Corée est à quasiment 13% au-dessus du niveau qui était le sien au premier semestre 2008, donc quelque chose d'assez robuste. Mais on voit que pour les pays industrialisés, eh bien, on se groupe autour de zéro, habituellement. On l'avait montré il n'y a pas très longtemps sur les États-Unis. On devrait être à la place de la Corée, ce qui s'était passé en 83 aux États-Unis. On était à 10-12% au-dessus du niveau d'avant-crise. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ni en Allemagne, ni aux États-Unis, et encore moins en zone euro, au Japon, au Royaume-Uni et en France, pour lesquels l'activité baisse par rapport à ce niveau d'avant-crise. Donc là, on a
une divergence assez marquée, et on voit bien, on observe bien, par rapport à ce qu'on avait constaté par le passé, c'est-à-dire des sorties de crise plutôt robustes dans ces pays, eh bien, on s'aperçoit que l'équilibre, la dynamique change, la dynamique n'est plus du même type, et c'est ça aujourd'hui le point sur lequel on doit être attentif, le facteur majeur, c'est de se dire ben, finalement les autres ne nous attendent pas, et donc essayons de retrouver une dynamique de croissance plus robuste. C'est cette question-là qui est posée. Les autres ne valent pas. Comment faire pour que en zone euro on retrouve un niveau d'activité, ne serait-ce qu'un niveau d'activité supérieur à celui ou égal à celui qu'on avait en 2008, sachant que dans le même temps, le PIB par tête diminue, hein, puisque la population augmente. Donc là, il y a une vraie problématique qui est posée. Même l'Allemagne et les États-Unis ne sont pas à un niveau d'activité très robuste, très fort. Donc il y a un vrai problème de croissance sur lesquels on doit revenir. On doit être très attentif à ces questions. Alors, passons rapidement sur les États-Unis, sur la situation américaine, où on a eu un certain nombre d'éléments, mais qui n'ont surpris personne, ou tout au moins qui n'ont pas créé de brutalité qui n'ont pas eu d'impact brutal. On le voit avec, alors, bonne surprise quand même, hein, de voir l'Empire State Index, l'indice de la Fed de New York, revenir sur sa moyenne. Donc ici, j'ai calculé l'indice dans sa moyenne et son écart type pour que la moyenne soit à 0, c'est plus simple à regarder, et on est revenu à 0. Ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que sur les commandes qui s'améliorent, on avait des commandes qui étaient très médiocres ces derniers temps, et là on a quelque chose de plus robuste, et ça c'est un signal à approfondir, mais qui est un signal intéressant. On a eu les chiffres de production industrielle, alors qui baissent très légèrement au mois de janvier, ce qui n'a rien de dramatique. Les chiffres de novembre et décembre ont été nettement revus à la hausse, ce qui devrait se traduire pour les États-Unis par une révision à la hausse du PIB du quatrième trimestre. Alors je ne sais pas de combien, quelle ampleur ça aura, mais ce sera révisé à la hausse parce qu'il y a une sacrée révision à la hausse de la production industrielle. On constate néanmoins que il n'y a toujours pas beaucoup de tension sur l'appareil productif américain. Vous avez en bleu l'évolution des taux d'utilisation des capacités de production, c'est-à-dire la façon dont les entreprises utilisent leurs équipements. Et on voit qu'on est très en dessous de la moyenne qu'on avait observée par le passé, ne serait-ce que le cycle précédent. Hein. Je ne parle même pas de ce qu'on avait vu dans les années 90 ou dans les années 70, où là, très clairement, on arrivait très vite sur 85%. Ça crée des tensions, ça crée des incitations à investir très brutales, ça crée des tensions inflationnistes. Aujourd'hui, on n'est pas là-dedans du tout. Ce qui fait que quand on regarde ces éléments, ne nous précipitons pas, il n'y aura pas d'inflation. Hein, c'est ce qu'on évoquait la semaine dernière en regardant les coûts salariés unitaires et l'emploi. On regardait les deux et on disait la dynamique de l'emploi, qui n'était pas mesurée exactement comme ici, mais peu importe, la dynamique de l'emploi ne se traduira pas par des tensions sur les coûts salariés unitaires, et donc pas de risque de voir l'inflation s'accélérer. On a le même sentiment quand on regarde la courbe bleue, qui est celle du taux d'utilisation des capacités de production. Donc là-dessus, on n'est pas très inquiet, on n'est pas préoccupé outre mesure. Donc ça veut dire que la Fed ne sera pas contrainte de remonter ses taux d'intérêt très vite parce qu'il y aurait de l'inflation. Non, il n'y a pas de tension sur l'appareil productif américain et on en a ici l'illustration. Sur le vente de détail, rien à dire, on est toujours en progression. On le voit ici sur les ventes de détail hors auto et essence. Et ce signal est intéressant parce que, comme je l'avais dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, ou peut-être les deux, on a eu une augmentation de la fiscalité, des charges au mois de janvier, et pour l'instant, ça ne semble pas avoir un impact majeur sur les comportements. C'est plutôt un signe intéressant. Mais voyons sur un échantillon plus large
hein, puisque là, on n'est que sur les ventes de détail. On sait que l'indice de consommation est un peu plus, parfois un peu plus fluctuant et donc est plus représentatif des dépenses, bien sûr. Et donc, attendons la fin du mois de février, on aura les chiffres de janvier, et là, on aura une idée plus claire de la façon dont les dépenses des ménages ont clairement évolué. Mais on craint quand même, on est préoccupé par l'impact qu'aura eu l'augmentation des charges au mois de janvier pour les ménages américains. L'indicateur de confiance des ménages, rien de bien particulier. On est toujours très en dessous de la moyenne historique, qui est à 0 par construction. On avait rebondi, voilà, à l'automne, ça avait chuté en novembre-décembre, on se stabilise, on ne va pas en tirer des choses excessives. Ce qui nous intéresse ici, le point qu'il faut retenir, c'est que cette évolution de l'indice de confiance est assez bien corrélée avec la consommation des ménages en variation sur 3 mois. Et ce que l'on perçoit ici, c'est que cette stabilisation d'indicateur ne va pas se traduire par une rupture sur la consommation des ménages. Celle-ci augmente à un rythme de 2% à peu près, et ce que nous dit l'indice ici, la stabilisation de l'indice, c'est qu'on va rester sur cette zone de 2%, ça c'est plutôt intéressant. Alors, vrai problème, le Japon. Le Japon qui connaît sa troisième baisse consécutive de PIB. Alors c'est nettement moins marqué qu'au deuxième trimestre, hein, oui, on était sur un rythme annualisé de moins 3,8 à peu près. Là on est à moins 0,4 en taux annualisé, alors c'est toujours beaucoup, c'est un peu moins fort, mais on voit bien que, à part le premier trimestre ici, l'activité a tendance à s'infléchir de façon significative. Alors, si on veut comprendre le plan de AB, on a déjà parlé, mais je le répète ici, on voit bien, la chose est simple. Vous êtes dans une économie plutôt vieillissante et les personnes âgées ou vieillissantes ne consomment pas beaucoup. Et donc la demande interne n'est pas très robuste. On le voit sur le graphique ici. La demande interne, c'est la courbe rouge. Vous voyez, ici, sur les 3 derniers trimestres, il n'y a pas d'incitation. Elle a une allure très médiocre. Ici, par contre, il y avait des incitations à acheter de l'automobile et ça marche bien. Donc on est sur une demande interne qui réagit très, très vite, mais presque uniquement aux incitations qui sont données par le gouvernement. Cette situation, ce mode de fonctionnement n'est pas tenable à moyen terme, et donc le gouvernement ne peut pas laisser les choses comme ça. En outre, comme on est dans une période, toujours depuis le milieu des années 90, dans une période de déflation, les ménages ne sont pas pressés de dépenser. Donc on a ces deux phénomènes, une population vieillissante qui réagit principalement aux incitations et une déflation qui repousse les achats dans le temps. Ces phénomènes font que la demande interne, la consommation des ménages, a du mal à être très robuste et à tirer l'ensemble vers le haut. Comme par ailleurs, je ne l'ai pas mis ici, on l'avait vu la semaine dernière, j'aurais dû le mettre, j'aurais dû le remettre, j'ai oublié. Comme on avait observé la semaine dernière que les exportations japonaises évoluaient peu et même avaient tendance à se contracter depuis un an, parce que l'impulsion en provenance de Chine est moins forte, moins brutale que par le passé. Hein, de 2001 à 2008, l'économie japonaise a été tirée par les exportations vers la Chine et vers l'Asie en général. Ça n'est plus le cas, là, la Chine ne donne plus la même impulsion, et de ce fait-là, les Japonais sont coincés. Ils n'ont pas de marché intérieur très robuste, et en même temps, leurs exportations baissent. Donc là, c'est la faute à pas de chance, certes, mais il y a un vrai problème, d'où ces incitations données par le gouvernement d'essayer de changer la donne sur le plan de l'inflation, de dire non, maintenant on veut faire de l'inflation pour que les consommateurs dépensent plus vite que par le passé, qu'en période de déflation, et pourquoi pas voir la monnaie se déprécier en poussant, en faisant beaucoup de communication sur la façon dont la Banque centrale allait changer de target, d'objectif, et qu'elle allait acheter des titres publics. L'objectif ici est de changer l'inflation et de dire aux investisseurs internationaux que le yen pourrait probablement durablement se déprécier, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais on voit bien le caractère un peu désespéré de cette situation.
on dévalue la monnaie pour pouvoir exporter davantage, parce que notre marché intérieur, quand je parle des Japonais, ne rebondit pas et n'est pas capable spontanément de rebondir tout seul. Donc il y a une vraie problématique, mais qui va jouer probablement positivement dans les mois qui viennent, parce que les consommateurs vont devoir changer de mode de consommation, puisque demain, ce sera plus cher qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, demain, ce sera moins cher qu'aujourd'hui. Donc ce changement-là va avoir une incidence non négligeable à laquelle il faudra être attentif. Sur l'Inde, juste un point, la semaine dernière, on avait évoqué l'évolution de la politique monétaire indienne, en disant les Indiens, la Reserve Bank of India a réduit son taux d'intérêt, son taux de référence, parce que l'activité n'est pas très bonne, et on le voit ici via la production industrielle qui est en rouge, mais surtout la Banque des Indes, la Banque centrale d'Inde avait fait une hypothèse forte de maintien, de continuation de la réduction de l'inflation. On est aujourd'hui à 6,62, ce qui est un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis novembre 2009 de mémoire. Donc on a quelque chose qui est un peu faible sur le plan de l'inflation, et c'est un aspect intéressant parce que c'est la partie liée au secteur manufacturier qui a tendance à s'infléchir et à moins contribuer à la croissance des prix. Donc quand on regarde l'évolution de la production industrielle, pour l'instant celle-ci reste orientée à la baisse, et donc on va avoir une situation où l'inflation va ralentir et où le gouvernement peut avoir des marges pour baisser de façon supplémentaire. C'est ce qu'on avait évoqué la semaine dernière, mais ça vaut le coup de le redire quand on l'observe. Alors, autre point à souligner, ce qui s'est passé en Angleterre. Alors c'est un aspect intéressant parce que Mervyn King, depuis des années, nous dit l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, l'inflation va revenir dans les normes. Ça fait plusieurs années qu'il évoque ça, et on voit bien que son track record n'est pas exceptionnel par rapport aux 2% d'inflation. On a rarement été en dessous, même si on reste dans la base 1-3%. La courbe violette a toujours été au-dessus de 2% quasiment, et voire très au-delà de 2%, puisque de 2008 à 2009, on est au-dessus de 2%, et depuis 2010, quasiment jusqu'à mi-2012, on est au-dessus de 2%. Aujourd'hui, on observe que malgré tout, l'inflation reste relativement élevée sur la Grande-Bretagne, et que ça traduit essentiellement c'est ça qui est un peu paradoxal et qui reflète la stratégie menée par David Cameron, c'est-à-dire que il faut faire payer les autres, et faire payer les autres, ça veut dire augmenter les coûts de l'instruction, ça veut dire augmenter le prix de l'alcool et du tabac, etc. En d'autres termes, Cameron se défausse un peu sur des secteurs sur lesquels l'ajustement au prix est compliqué, et donc ce qu'on constate quand on regarde la dynamique de l'inflation, quand on regarde les éléments hors prix administratif et hors prix alimentaire qui sont affectés par l'évolution récente qui contribuent positivement à l'inflation, on s'aperçoit que les secteurs dépendants de l'économie concurrentielle, eh bien, eux ne progressent pas, mais qu'il y a une contrainte liée au change, il y a une contrainte que le change britannique s'est déprécié, il y a une contrainte liée au prix administratif, qui font que l'inflation ne va pas redescendre immédiatement, et que le prochain gouverneur de la Banque centrale va hériter d'une inflation un peu plus forte. Il sera intéressant de voir comment il gérera cette situation. On a eu ce matin, alors non, autre point que j'avais évoqué la semaine dernière, mais on manquait des indicateurs italiens et zone euro. On n'a pas de changement dans l'allure. On est toujours sur une tendance descendante, que ce soit sur l'Espagne, que ce soit sur l'Italie, sur la zone euro, sur la France, sur l'Angleterre, sur la France, pardon, sur l'Italie ou sur l'Allemagne. Et cette situation reste forcément préoccupante parce que la production industrielle est quand même quelque chose qui compte, mais on voit bien que les écarts de production pour l'Espagne, par exemple, pour l'Italie,
sont extrêmement forts par rapport à ce qu'on avait observé en 2008 et que c'est une fragilité extrême pour l'activité économique. Alors, ce détail-là, je vous l'ai montré aussi la semaine dernière. J'ai repris des graphiques existants, mais qui montrent bien hein, ce point-là que je vais souligner et je le ressouligne à nouveau. Ce qui nous préoccupe, c'est ça. C'est cette dynamique. On va faire un truc plus joli, hein, parce que là, je fais un truc un peu gros. Voilà, si on fait quelque chose comme ça, voilà, si on... Non, c'est pas ça que je voulais. Je suis maladroit. Voilà. C'est ça que je voulais. Et, non, c'est ça. Voilà. Hop. Et ça, voilà. C'est ce canal-là qui est préoccupant, qu'on avait souligné la semaine dernière, et qui me semble toujours important. Voilà, alors, autre chose qu'on a eu ce matin, le ZOO. Le ZOO, donc l'indicateur allemand, que je fais figurer ici comme en prenant la moyenne de l'indicateur, hein, partie courante et partie anticipation. On voit que malgré le repli très léger de la situation courante, la hausse des anticipations progresse très vite et tire l'ensemble vers le haut. Alors la question à laquelle on est confronté, c'est est-ce que le rebond qu'on constate est du même type que celui qu'on avait observé en 2012 hein, si vous regardez ici, cette partie-là, eh bien on avait eu un rebond très, très fort avec... alors le niveau de la situation courante était un peu plus élevé, mais on avait un rebond significatif des anticipations. Est-ce qu'on est du même type, dans la même situation ou pas? Ça, c'est une question importante. Et on aura cette semaine l'indice FIFO et le PMI qui pourront nous renseigner davantage sur ces questions. Ça nous donnera un autre éclairage. Mais voilà, est-ce qu'on est dans le temporaire ou est-ce qu'il y a une vraie amélioration? Ça, c'est une bonne question. Et si on regarde ici l'évolution de l'indice ZOO, la partie anticipation, c'est la courbe violette. Vous voyez l'évolution à 6 mois du DAX en bleu, eh bien, il y a une corrélation assez forte. Et l'indicateur du DAX s'est inversé. Est-ce que ça va se traduire demain par un repli de l'indice ZOO? Ça, c'est une question intéressante. Mais ayons ça en tête, ayons ce signal en tête aujourd'hui. Voilà, alors, on a parlé de plein de choses sur la conjoncture. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur l'activité avec les chiffres trimestriels d'activité, les chiffres du PIB du quatrième trimestre, enfin du quatrième trimestre, oui. Et on l'a ici, on va commencer par la France, après on élargira sur les autres pays européens, sur lesquels forcément pas forcément, mais sur lesquels on a un peu moins de détails. Vous avez ici l'évolution du PIB en bâtonnet, c'est l'évolution trimestre par trimestre, et puis en ligne, c'est l'évolution sur un an. Vous voyez que depuis le deuxième trimestre 2011, on n'a pas une dynamique très robuste sur l'économie française, de telle sorte que la courbe violette plonge en dessous de 0, à moins 0,3 sur le dernier trimestre. Hein. Quand on compare Q4 2012 à Q4 2011, on a quelque chose qui est négatif, et on a là une situation un peu fragile qu'on peut détailler en regardant les contributions. Alors effectivement, il y a quand on regarde les contributions, on a une baisse des stocks. Alors habituellement, on se dit oui, les stocks ont baissé, c'est plutôt bien, demain ils vont se reconstituer. Là, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse, c'est beaucoup. Généralement, un trimestre, ça suffit, 2 trimestres, c'est beaucoup. Et donc, la question qu'on doit se poser, au regard des enquêtes qui sont menées, au regard des enquêtes dont on dispose sur l'activité économique, est-ce que cette réduction des stocks traduit un effet temporaire ou traduit quelque chose d'un peu plus permanent en imaginant que la demande ne va pas rebondir très vite et que les stocks coûtent cher. Les stocks coûtant cher, eh bien, il faut s'en débarrasser. Pour l'instant, on n'a pas d'élément de réponse, mais c'est quelque chose sur lequel il faudra être attentif. On observe aussi que la demande externe a toujours une contribution légèrement positive, mais que la consommation est très faible, que l'investissement est négatif et que
les dépenses publiques jouent toujours un rôle positif dans l'activité. Donc on a une dimension, une dynamique assez modeste, peu de consommation, peu d'investissement, négatif sur l'investissement même, et un environnement qui reste préoccupant, qui a du mal à retrouver une allure, à trouver quelle sera la source de croissance de cette économie. Ce qu'on observe, alors si on prenait des données année par année, au lieu de le regarder trimestre par trimestre, eh bien on observerait, on constaterait que, suivant les chiffres de l'INSEE, la consommation des ménages sur l'année 2012 a été à 0 et que l'investissement globalement a été à 0. Ça fait pas beaucoup. Et ça traduit bien cette problématique qu'on évoque de manière récurrente, que j'ai déjà évoquée même cette fois-ci, sur le consommateur ne veut pas dépenser, l'entreprise ne veut pas investir, le commerce mondial n'est pas très robuste, on l'a vu à plusieurs reprises, on est toujours sur une dynamique modeste sur la croissance mondiale. Comment faire de la croissance dans cette situation? Comment inverser la dynamique de la courbe violette ici? Et qu'est-ce qui jouerait favorablement? Si l'État fait de la restriction budgétaire, eh bien, les dépenses publiques vont se ralentir ou les prélèvements vont augmenter. Et dans aucun cas, la situation n'est viable parce que d'où viendra la demande adressée aux entreprises, on n'en sait rien. Et donc c'est pour ça que le recul de Jean-Marc Ayrault sur l'objectif de déficit est plutôt une bonne nouvelle. On n'aura pas besoin de se mettre sous terre pour réussir à faire les choses. Ça dessert la contrainte de croissance et ça c'est plutôt un bon signal. Après, quelle sera effectivement l'orientation prise, ça c'est autre chose. Alors j'ai fait ici j'ai fait un petit truc dimanche matin plutôt, sur l'évolution des sorties de récession aujourd'hui et en 93, qui était la dernière récession effective, officielle française. Et donc j'ai tout mis au point haut de l'activité juste avant la rupture. Alors en 91-92, enfin sur la récession de 92-93, pardon, le point haut c'était 4,91 était 1,92, c'est-à-dire le passage de la fin d'année 91-92, et pour la période actuelle, eh bien c'est 2007-2008, quatrième trimestre 2007, premier trimestre 2008. Et ce qu'on observe quand on regarde ces graphiques, alors les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on va voir juste après, parce que la référence que j'utilise habituellement, c'est le premier semestre 2008 et pas en H1 sur 2007 et 2008. Je prends 2008 en moyenne parce que c'est avant la récession et que ça marche assez bien, mais si on veut être précis sur un pays, autant regarder précisément, et sur la France, c'était T4 2007, T1 2008, qui est juste avant le repli de l'activité. Et ce qu'on observe, c'est que la récession de 93 a été courte, peu profonde, et que le rebond s'est vite fait derrière. Alors, on le voit sur la courbe rouge qui repart très rapidement à la hausse. On n'a pas ça du tout dans la période actuelle. On a une situation qui reste très faible sur le plan de l'activité et avec un niveau de PIB qui reste très inférieur, 0,8 points, à ce qu'on observait avant la récession. 0,8 points, ça reste significatif aujourd'hui sur l'économie française. Et donc, voilà, c'est juste pour bien montrer la situation actuelle, la fragilité de la reprise aujourd'hui. On n'est pas du tout dans cette logique d'accélération de l'activité comme on l'avait eu après 94, 95, 96, on est sur une croissance assez forte. Fin 96, on est à 105 à peu près d'indice, c'est-à-dire qu'on est 5% au-dessus du point haut juste avant la rupture. Aujourd'hui, sur la zone euro, sur la France, pardon, à la fin du quatrième trimestre, on est à moins 0,8 à peu près. Donc c'est une différence significative et le parallèle entre les deux ne peut pas se faire et clairement on a une configuration bien particulière aujourd'hui qui fait que la dynamique est perturbée durablement. Si on regarde les chiffres d'emploi, et ça c'est un point sur lequel je suis attentif, on a eu les chiffres d'emploi du dernier trimestre et j'ai repris ici le parallèle que j'avais déjà fait entre l'évolution du PIB et l'évolution de l'emploi.
Et on voit que depuis le deuxième trimestre 2011, l'activité est nulle en France et que l'emploi a baissé de 0,7%. Et donc, si on se projette sur une croissance très faible, même si on prend la croissance de 0,2 du gouvernement, ce qui fait 0,15 par trimestre, ce qui reste très, très faible, hein, eh bien, on ne peut pas exclure, on doit imaginer que ça pèsera encore sur l'emploi et que cette situation ne renforcera pas la demande intérieure. Donc là, on a une vraie problématique qui est celle de comment alimenter la demande intérieure quand l'emploi se contracte. Et ça, c'est une question forte aujourd'hui et à laquelle il va falloir trouver des éléments de réponse parce que la croissance ne va pas décoller beaucoup de zéro au mieux et donc l'emploi va continuer de chuter et on a ici une illustration très simple de cette problématique. Et quand on regarde les enquêtes qui sont menées, et c'est pour cela que l'enquête du mois de février serait extrêmement intéressante sur la France, on voit ici en violet, la ligne violette, c'est l'évolution de l'enquête, la partie emploi de l'enquête PMI Market, qui suit très bien l'évolution de l'emploi officiel, qui est en variation trimestrielle. Et ce que nous dit l'enquête, c'est que les signaux temporaires du dernier trimestre sont peut-être illusoires. L'enquête chute à nouveau très fortement au mois de décembre, au mois de janvier, pardon. Et donc, on va attendre avec intérêt la publication, ça va être jeudi, du chiffre de PMI du mois de février, voir si effectivement cette tendance est poursuivie ou pas. Et ça va être quelque chose de majeur. Alors, on sait que c'est un point qu'on a déjà discuté ici, mais on sait qu'on a une divergence assez forte entre l'Allemagne et la France en termes d'activité. Est-ce qu'on le verra aussi sur l'emploi? Ça, c'est une vraie problématique, puisqu'on a noté que sur l'emploi, l'Allemagne allait plutôt mieux. Donc là, on a une divergence qui reste forte, et la question, c'est est-ce qu'elle va être confirmée ou pas? C'est quelque chose qu'on évoquera forcément la semaine prochaine. Dernier point, et entamons avec beaucoup d'avance aujourd'hui la thématique... Ah non, j'avais encore ce graphique. Ah, ce graphique qui a fait du buzz sur Twitter ce week-end, c'était impressionnant. Il a été retweeté plus d'une centaine de fois. Voilà, ce graphique retrace l'évolution sur 5 ans du PIB français. C'est-à-dire que j'ai comparé, si on prend le dernier point, le PIB du 4e trimestre 2012 au 4e trimestre 2007, que j'ai calculé en taux annuel. On est à moins 0,16, et ce qui est remarquable, et le point sur lequel il faut être attentif, c'est que depuis 1950, cette situation, cette configuration de croissance négative sur 5 ans est originale. On ne l'a jamais vu, même lors des deux chocs pétroliers, même lors de la récession de 1993, celle qu'on évoquait à l'instant, eh bien jamais on a connu une telle période. Donc ça mesure à la fois la profondeur, la durée, la gravité de la crise dans laquelle on se situe aujourd'hui. C'est probablement plus grave que le premier choc pétrolier qui était considéré comme un facteur majeur de rupture d'activité. Donc là, on a une situation vraiment problématique à laquelle on doit être forcément attentif et qui va probablement continuer au premier trimestre 2013, parce que la comparaison avec le premier trimestre 2008 n'est pas favorable. Et donc, voilà, c'est au-delà du chiffre, on a ici une mesure très simple de la longueur de la crise et de l'incapacité qu'a l'économie française de changer de tendance, de revenir sur quelque chose qui ressemblait à ce qu'on avait de 1980, même de presque 75 jusqu'à 2007, c'est-à-dire une économie qui évolue autour de 2%. On a une tendance ici, si on veut faire toujours mon petit graphique, on a quelque chose qui tourne autour de ça. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette configuration et on voit que dans les années 60, dans les 30 glorieuses, on était plutôt là. Donc on a deux paliers, un palier aux alentours de 5-6% dans les années 60, les 30 glorieuses,
le premier choc pétrolier a eu raison de cette dynamique. Alors, il y a plein d'autres explications, des problèmes d'épuisement de productivité, etc. Ok, mais toujours est-il qu'après, on est sur un rythme à peu près de 2% sur l'activité, sur l'évolution de la croissance. Aujourd'hui, on est on est négatif. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, il va falloir, enfin, c'est une vraie problématique. La crise dure et on ne trouve pas clairement de solution. Donc, ayons bien ce graphique en tête et on le fera évoluer. Hein, on l'actualisera quand les publications seront faites. Mais là, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que globalement, pourquoi c'est un souci? Soyons clairs. 5 ans, c'est généralement ce qu'on considère comme étant la longueur d'un cycle. Eh bien, sur la longueur d'un cycle, l'économie française n'est pas capable de retrouver une croissance positive. C'est un signal extrêmement négatif sur la façon dont l'économie française fonctionne. Et donc, c'est vraiment le point sur lequel on doit être attentif. Quelle est la façon dont on va pouvoir sortir de cette dynamique très, très fragile, très réduite de l'activité économique. Qu'est-ce qui va changer la tendance? C'est la vraie thématique de cette conf là aujourd'hui. Comment faire pour sortir de cet environnement très préoccupant? Alors, regardons quand même les autres pays de la zone euro, ça vaut le coup. Vous avez ici l'évolution du graphique, c'est le même que le premier, mais là c'est uniquement sur les pays de la zone euro. Et vous voyez que bien, pour tous ces indicateurs, on a un peu tendance à piquer du nez. L'économie allemande ici pique un peu du nez. Alors on va prendre un graphique un petit peu plus, qui se trouve un petit peu plus faible. Hop, tac, tac, tac. C'est pas terrible ça. Hein. Il manque un petit peu de maîtrise. Voilà, on a l'économie allemande qui est ici, l'économie française qui est ici, la zone euro et les Pays-Bas qui sont là, et puis on observe que pour l'Italie, l'Espagne et le Portugal, la chute est réellement forte, et que pour la Grèce, eh bien, ça continue, je dirais jusque-là. On est au-delà de 20% de repli sur cet indicateur. Hein. Ce n'est pas tout à fait comparable, puisque sur la Grèce, on n'a plus de données trimestrielles désaisonnalisées. Donc j'utilise les données non désaisonnalisées que je lise sur 4 trimestres. Alors la tendance est la bonne, mais le chiffre est moins exact que si on faisait une comparaison pile poil. Mais c'est pas très important. Ce qu'on observe simplement, c'est que dans des pays de la zone euro, à l'exception des pays baltes et de la Slovaquie, il n'y a pas un pays qui connaît une évolution de l'activité positive. Et ce n'est pas la Slovaquie ni les pays baltes qui auront le poids suffisant pour inverser cette tendance. Donc là, il y a une question majeure qui est posée. Alors, si on regarde le détail des chiffres, hein, je vous ai mis ici un tableau que je trouve effrayant sur l'activité. Alors, j'ai pris plusieurs éléments pour bien mesurer cette situation conjoncturelle. Sur le première ligne, c'est l'évolution en taux annualisé du PIB du quatrième trimestre. Vous voyez que la zone euro et l'Allemagne est à moins 2,3, moins 2,3%. La France à moins 1,1, l'Italie à moins 3,7, l'Espagne à moins 2,8, Portugal moins 7,1, la Belgique, les Pays-Bas, les Pays-Bas sont quasiment à moins 1%. C'est une problématique liée notamment aux consommateurs et un problème immobilier. Hein. Même les pays du Nord connaissent des difficultés. Vous avez le taux de croissance sur un an ici, donc on compare Q4 2012 à Q4 2011. Et vous voyez que, à part l'Allemagne, eh bien, tous les autres sont négatifs. L'Italie, l'Espagne ont des chiffres négatifs. Ça veut dire que le niveau d'activité en fin d'année est inférieur assez largement en Espagne ou en Italie au niveau qui était observé il y a un an. C'est réellement problématique. Et quand on regarde la troisième ligne, celle qui est en vert, eh bien, on a des chiffres de croissance moyenne. Et là, l'Allemagne est à 0,9, certes. La France est à 0, certes. Mais tous les autres sont négatifs. On a une situation qui est fragile. Et quand on regarde la ligne suivante, c'est l'acquis, c'est-à-dire on va comparer, pour 2013, on va comparer
le PIB moyen de 2012 et le PIB moyen de 2013. Et donc le PIB moyen de 2013, il va démarrer là où s'arrête celui de 2012. Et c'est ce que mesure l'acquis. Et l'acquis, pour tous les pays de la zone euro, est négatif. Ça veut dire qu'on part avec un handicap par rapport à 2013 sur l'objectif est de faire de la croissance. Alors les mouvements, enfin les écarts ne sont pas très marqués hein, sur la France, sur l'Allemagne, moins 0,2, moins 0,3, c'est pas dramatique, mais ça reste c'est faible quand même. Mais vous avez moins 0,5 pour la zone euro, ça veut dire qu'on part avec un handicap très fort et les chiffres du premier trimestre vont être essentiels pour bien jauger l'ensemble de l'année. Et puis vous avez l'Italie qui est à moins 1, l'Espagne à moins 0,8, le Portugal à moins 2%. N'imaginez pas que pour un de ces pays, il y ait une croissance positive en 2013. Le point de départ est trop fragile. Et sauf à penser que voilà, l'Espagne retrouve l'allure de croissance qui était la sienne avant la crise. On ne peut pas faire cette hypothèse-là spontanément. Et puis vous avez sur la dernière ligne le PIB par rapport au premier semestre 2008. Quel est l'écart par rapport à ce qui ressemblerait au point haut du cycle précédent? Et là, vous apercevez, c'est ce que disait le graphique précédent, c'est-à-dire que on est à 1,6% au-dessus pour l'Allemagne, mais 2,8% en dessous pour la zone euro, moins 0,8% pour la France, moins 7,5% pour l'Italie, un pays comme l'Italie. L'Italie, troisième puissance économique de la zone euro, son PIB fait entre 17 et 18% du PIB de la zone euro, fort, quelque chose de dynamique. Eh bien, sur la période, la baisse de PIB, la baisse de poids d'activité est de 7,5%. C'est monstrueux. On a moins 6,3% en Espagne, c'est aussi très fort, et moins 8,1% au Portugal. Et quand on regarde l'allure de ces indicateurs, en Italie, au Portugal ou en Espagne, on ne perçoit pas pour l'instant d'inflexion à venir. Alors peut-être que le premier trimestre sera un peu mieux orienté ou un peu moins mal orienté, mais toujours est-il que pour l'instant, ça reste très préoccupant. Et quand on regarde les graphiques, hein, vous voyez, hop, rupture sur la zone euro à partir de 2011, crise de la zone euro, bien sûr, le commerce mondial qui ralentit, en partie sous l'impulsion de l'Europe qui ne contribue plus très fortement, mais le commerce mondial ralentit très sensiblement. Et voilà, on a une situation qui est très faible en termes d'activité, en termes d'orientation aussi. Et c'est ça le vrai souci sur 2013, c'est qu'il y a une divergence très nette par rapport, à la tendance de reprise 2009-2011, mais il y a aussi une divergence très nette par rapport à la tendance qui était celle de l'économie de la zone euro auparavant. En d'autres termes, la question est de savoir comment on va faire pour rattraper tout ça et comment la croissance, la dynamique potentielle, la croissance potentielle va pouvoir se changer pour rattraper tout ça. Là, il y a une vraie question à laquelle on doit être attentif. Alors, si on regarde dans le détail pays par pays, c'est toujours intéressant. Vous avez le chiffre allemand ici. En fait, l'Allemagne est revenue depuis un an sur sa tendance de long terme, qui progresse à 1,3% à peu près. C'est la courbe rouge. L'Allemagne est revenue dessus. Elle n'est pas allée au-dessus, hein, malgré le rebond fort de l'Allemagne, qui est très largement qu'on a évoqué très souvent. Le rebond de croissance s'est calé sur la tendance. Elle n'est pas allée au-delà. C'est un signal intéressant. Et on voit que le chiffre du quatrième trimestre est un peu en retrait. Pour l'instant, ça n'a rien de dramatique. Mais ce qu'on constate, ce qu'on doit retenir, c'est que la croissance la dynamique de l'économie allemande, cette courbe rouge ici, progresse lentement. 1,3%, ce n'est clairement pas suffisant pour créer une impulsion sur le reste de l'Europe. Et c'est ce point-là sur lequel on doit être attentif concernant l'Allemagne. Si on regarde le PIB français, eh bien voilà, vous avez le vrai problème qui est posé depuis le deuxième trimestre 2011. Il ne se passe rien sur le PIB français quand on regarde la stat. Hein, l'évolution est flat, c'est-à-dire que dans le même temps, l'emploi
continue de se contracter, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et donc le chômage augmente de façon significative. C'est cette logique-là qui est préoccupante aujourd'hui, et la question c'est est-ce qu'il est nécessaire de peser encore un peu plus sur le PIB pour que tout le monde devienne vertueux. Je ne sais pas très bien ce que c'est que vertueux, mais ce que je sais, c'est que pendant les saignées au Moyen-Âge, ceux qui étaient saignés, généralement, mouraient. Et donc, attention à ne pas être trop brutal sur la politique budgétaire, sur ces questions. Alors, on sait que Jean-Marc Ayrault est revenu dessus, n'empêche que c'est ennuyeux. Alors, si on a un objectif à 0,2 de croissance, ça va nous mettre quelque part, probablement par là. On ne sera pas sur une dynamique, un écart tout à fait spectaculaire par rapport à 2012. Donc attention, ne construisons pas de châteaux en Espagne sur cette question. La croissance reste très faible, même à 0,2 sur l'ensemble de l'année. Donc ça, c'est un point sur lequel on doit forcément être attentif. Si on regarde les Pays-Bas, on a effectivement une inversion de tendance assez nette depuis le milieu de l'année 2011. C'est à la fois la réduction de la dynamique du commerce mondial, les Pays-Bas sont touchés forcément, et aussi l'impact de la crise immobilière qui touche très fortement les ménages, avec un endettement qui doit être de mémoire de 2,7 fois le PIB, ce qui est monstrueux, et qui contraint fortement, qui condamne les ménages à être plus restrictifs dans leur comportement. Là, on a une dynamique endogène assez marquée. Voilà, c'est un des aspects sur lesquels on doit être attentif. Si on regarde l'Italie, vous voyez, quand je parlais de l'Italie tout à l'heure dans une situation dramatique, voilà, on est en Italie en dessous des chiffres qu'on avait observés après le choc Lehman. On est ici, voilà, Lehman, c'était un peu plus haut que ce qu'on observe là. Donc là, il y a une vraie problématique de demande interne en Italie. Comment on fait pour retrouver une dynamique de demande interne et de ce point de vue-là, les élections de dimanche prochain vont être extrêmement intéressantes. Soyez attentifs à ce qui va s'y passer. A priori, tout le monde a envie de croire que le Parti démocrate va gagner, qu'il fera alliance avec Monti et que ça permettra d'avoir un truc de centre-gauche. Peut-être. Mais on observe que dans les derniers sondages disponibles, ceux qui peuvent être publiés sans tomber sous le coup de la loi, eh bien, les derniers sondages donnaient un signal assez fort sur Berlusconi et sur Beppe Grillo. Alors, ça ne veut pas dire ils peuvent gouverner ensemble, mais on est sur quelque chose où la situation du parti au pouvoir sera forcément un peu fragile. Donc, on sera forcément attentif à ces questions, probablement qu'il y aura une petite note qui suivra. Si on regarde l'Espagne, l'Espagne c'est une longue glissade, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est une incapacité à changer la tendance de l'activité, et ça c'est un vrai souci. Si on regarde le Portugal, vous voyez que les chiffres sur le Portugal sont absolument dramatiques, la chute est spectaculaire par rapport à ce qu'on avait observé avant la crise, et on ne voit pas très bien comment l'économie portugaise va pouvoir infléchir, inverser sa tendance, et elle commence, donc ça va peser très lourdement sur les finances publiques, et donc sur l'évolution de la dette. Donc tous ces éléments sont aujourd'hui préoccupants. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire changer cette dynamique européenne? Quel est le problème? Il y a plusieurs choses. On a subi, comme on l'a souvent évoqué, deux crises. Une crise de croissance, dans laquelle on se situe aujourd'hui, et une crise de dette. Et la crise de dette publique, qui est venue parce ça manquait de croissance, c'est pas le contraire. C'est pas parce qu'il y a eu de la dette qu'il y a eu une chute de la croissance, c'est parce qu'il n'y avait pas de croissance qu'on avait craint un renouvellement de 1929 à la fin 2008-2009, que la dette et les problématiques de dette se sont emballées, l'activité s'est effondrée, et ce que nous disait Olivier Blanchard il n'y a pas très longtemps, c'est que les multiplicateurs calculés par le FMI, ou tout au moins utilisés par le FMI, ont accentué ce phénomène, puisque ce phénomène de repli de l'activité, puisque le FMI voulait absolument des objectifs, voulait que les pays tiennent des objectifs absolument drastiques, et que
le souhait d'aller sur ces objectifs était excessif par rapport à ce que pouvait faire l'économie. Donc, parce que les multiplicateurs avaient été révisés très fortement à la hausse, et que voilà, le fonctionnement habituel de l'économie était pas le même. Et pourquoi ces multiplicateurs avaient été révisés à la hausse? Bien parce que les taux d'intérêt sont très bas et ne peuvent pas s'ajuster à un niveau d'activité plus faible. Et on est déjà au taquet sur ces questions. Et donc, ce que disait Blanchard, j'ai perdu le fil de mon propos. Je suis désolé. J'ai perdu le fil. Bon, changeons de. Revenons quand même sur la problématique de croissance. Donc de toute façon, on est dans cette problématique de croissance. Mais ça m'embête j'ai eu une petite absence. Je suis désolé, je suis un petit peu fatigué. Donc voilà, on va reprendre. Donc cette situation extrêmement préoccupante sur l'activité. Alors, comment l'expliquer? Oui, ce que je disais, c'est que on a une dynamique interne qui est faible et des politiques, des souhaits de rééquilibrage des finances publiques très rapides. C'est ça qui aujourd'hui. Attendez, je perds mon fil. Je suis désolé. J'ai beaucoup parlé depuis 2 jours et je suis un peu épuisé. Oui, il y a deux problématiques. Il y a une problématique de croissance en tant que telle et une problématique de finances publiques. La crise des finances publiques vient de la crise de la croissance. On a voulu réduire le risque sur la croissance en adoptant des finances publiques. Oui, il faut boire un café, Sébastien, c'est tout à fait ça, mais j'en ai déjà bu pas mal depuis ce matin. Et donc, voilà, c'est cette problématique-là. Et donc, la résolution de ces questions sont passées, par la mise en place d'institutions sur la zone euro. C'est ce qui a été observé, c'est ce qui va être encore observé parce qu'il y a clairement des incertitudes encore assez fortes. Et juste un élément là-dessus, je discutais il y a très peu de temps, parce qu'on a des projections sur l'économie française qui sont assez différentes, je discutais de cette question avec Mathilde Lemoine il y a une dizaine de jours, et ce qu'elle me disait, qu'elle avait une option sur l'économie française un peu plus forte que ce que je peux avoir, puisqu'elle était à 0,6 de croissance, moi je suis entre 0 et moins 0,2 sur 2013, et ce qu'elle disait, c'est que la réduction d'incertitude liée à la mise en place des institutions était pour elle un facteur majeur. Je suis d'accord avec elle, sauf que je pense que ce sera un peu retardé dans le temps, et c'est plus une problématique de timing, elle pensait que ça jouerait très vite. Voilà, après c'est un choix qu'on fait sur les options qu'on a envie de prendre, mais clairement il y a cette question-là. Donc ça c'est une problématique en partie résolue, mais c'est pas pour autant que la situation globale a trouvé sa solution. En d'autres termes, on voit bien, si on regarde la conjoncture toute simple, c'est il n'y a pas d'impulsion forte du reste du monde, le consommateur ne veut pas dépenser. On le voit en Italie, on le voit en Espagne, on le voit en France. Le consommateur, on le voit aux Pays-Bas, probablement même en Allemagne, quand on regarde les chiffres de vente de détail. L'entreprise n'a pas envie d'investir. Et donc voilà, on est dans cette configuration-là. La question, c'est comment inverser cette tendance, puisqu'on fait l'hypothèse que les ménages, le commerce extérieur ne jouera pas favorablement, qu'est-ce qui pourrait jouer positivement, qu'est-ce qui pourrait inverser la tendance sur la dynamique des ménages et celle des entreprises. Là-dessus, il y a plusieurs éléments. Le premier argument fort, c'est de dire les gouvernements aujourd'hui nous donnent 2 objectifs qui ne sont pas forcément cohérents. Un premier objectif qui est de dire il faut faire des réformes structurelles à tout prix, dépêchons-nous de faire des réformes pour retrouver de la croissance. C'est un premier point. Alors pour moi, salarié, pour moi, entreprise, ça veut dire qu'il va y avoir probablement des bouleversements. Ok, moi je suis prêt à le faire, je suis prêt à retrouver ça, mais il faut qu'on me dise quelles sont les règles du jeu. Et puis la deuxième contrainte, c'est je veux absolument réduire mes déficits publics, et donc je vais durcir le ton
contraindre l'économie. Et là, à ce moment-là, la question à laquelle on doit être attentif, c'est est-ce que ces deux éléments ne sont pas contradictoires? Est-ce que ça ne crée pas une confusion du côté des ménages, du côté des entreprises? Est-ce que ça ne les empêche pas d'avoir un horizon économique plus approfondi? Là, il y a une vraie question, il y a une vraie problématique, et il me semble que ces deux objectifs ne sont pas forcément compatibles. Que l'on choisisse l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Parce que en choisissant les deux en même temps, eh bien, on crée une confusion. Quelles sont les priorités? Est-ce qu'il y a une priorité qui est effectivement mise en place ou pas? Et là-dessus, je trouve que le gouvernement n'est pas très clair sur ce qu'il souhaite faire et sur la façon dont il souhaite le faire. Et je pense que de ce point de vue-là, on manque de façon très brutale, très claire, de la façon de l'histoire qu'on doit raconter. En d'autres termes, quand François Hollande, mais d'autres l'avaient fait avant lui, hein, quand le président de la République dit oui, à la fin de l'année ça ira mieux, il y aura après la pluie le beau temps. On ne dit pas autre chose quand on dit ça. Quels sont les facteurs sur lesquels on va pouvoir se reposer pour avoir une croissance un petit peu plus forte? Ça, c'est la vraie question. Et moi, je vois, j'interviens beaucoup, auprès de clients très différents, et les gens, tout le monde est bien conscient que la situation est difficile, que la configuration macroéconomique n'est pas du tout celle qu'on avait par le passé, et que tout ça va prendre du temps. Mais les gens ont besoin qu'on leur explique, qu'on leur raconte une histoire, et c'est ça aujourd'hui qui manque. Alors, ce phénomène-là, pour moi, est extrêmement important parce que ça veut dire que chacun reste dans personne n'est capable de se projeter vers l'avant, de prendre des risques en matière d'investissement, parce que c'est ça qui va faire le cycle économique. On est dans un environnement très brouillon. On ne sait pas très bien quelle orientation va être prise, quelle dynamique doit être suivie, et les dynamiques de réformes structurelles et de contraintes budgétaires, de réduction des déficits publics, ces deux réformes, ces deux objectifs, ces deux orientations n'apparaissent pas spontanément comme compatibles. L'une est de dire il va falloir modifier les façons de produire, il va falloir modifier les ajustements entre secteurs au sein de l'économie française, on va modifier en profondeur le fonctionnement du marché du travail. Alors tout ça est peut-être souhaitable, mais dans le même temps, on va contraindre, on va peser sur la demande interne via une réduction des dépenses publiques, et pour le ménage, pour les entreprises, on va augmenter la fiscalité. Tout ce phénomène est extrêmement complexe à appréhender, et donc dans le doute, dans l'interrogation, eh bien chacun a plutôt tendance à être attentiste, à faire le gros dos, et c'est très pénalisant pour l'activité. Ce phénomène est d'autant plus complexe que l'environnement de l'entreprise, l'environnement du ménage est très changeant. Alors, on va parvenir sur des conditions de concurrence qui sont plus les mêmes, mais clairement, aujourd'hui, les Chinois ou d'autres sont des concurrents sur un certain nombre de produits, pas sur tous, mais sur un certain nombre de produits, et donc soyons attentifs à ça. L'autre point, c'est que on est dans une économie qui aujourd'hui subit des chocs technologiques absolument spectaculaires. Et alors bien sûr, les réformes structurelles peuvent y répondre, mais en tout cas, aujourd'hui, on subit cette situation. Alors à titre individuel, on s'y habitue, on ajuste les choses, et on le fait avec joie, si je puis dire, mais on voit bien aussi que ces chocs technologiques ont des impacts forts sur les stratégies d'entreprise. On le voit avec des entreprises qui ferment parce qu'il y a une concurrence Internet très forte. On voit les banques qui changent de stratégie parce qu'il y a une concurrence Internet très forte. Voilà, cette situation est créatrice d'incertitude, de confusion. Et en fait, le sentiment aujourd'hui sur l'Europe est qu'on a tendance à accumuler les facteurs de confusion. On crée de l'incertitude de façon significative, à la fois sur les objectifs qu'on veut tenir, effectivement, on a l'impression de courir deux lièvres à la fois,
et l'environnement dans lequel on se situe est un environnement qui évolue très vite. Et donc, on n'a pas la capacité, on ne dispose pas de la capacité de se reposer sur quelque chose de stable aujourd'hui, et c'est ça qui est réellement préoccupant. C'est-à-dire que la situation ne connaît pas de zone de stabilité suffisante pour pouvoir s'appuyer dessus, pour pouvoir reprendre son élan. On n'est pas capable de faire ça aujourd'hui en Europe. Tout change en même temps et à des allures différentes, avec des objectifs différents. Et donc, c'est ça aujourd'hui le plus préoccupant. Et ça ne va pas changer spontanément. C'est pour ça que j'ai du mal à imaginer la façon dont l'économie française pourrait retrouver de l'allant. Et j'attends avec impatience que le gouvernement nous explique quelle histoire on raconte, sur quel facteur va évoluer l'économie française. Est-ce qu'on va avoir une augmentation de pouvoir d'achat? Et s'il y a augmentation de pouvoir d'achat, ça va venir d'où? Est-ce qu'il y a comment va évoluer le partage de la valeur ajoutée? Voilà, tous ces éléments sur lesquels on doit pouvoir retrouver des allures. Pas simplement, ça ira mieux demain, après la pluie, le beau temps et des choses comme ça, qui ne sont pas très rassurantes parce que globalement, on n'a pas le sentiment de savoir très bien où l'on va. Voilà, c'est cette incertitude qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors la réduction d'incertitude via les institutions que j'évoquais en parlant de Mathilde tout à l'heure sont des éléments forts, sont des éléments importants, mais qui vont prendre du temps encore parce que tout n'est pas réglé. Les incertitudes sur l'union bancaire ne sont pas réglées. Ça, c'est un facteur qui, moi, me préoccupe parce que ça va créer encore des tensions assez fortes. Et sur le reste, faisons des réformes structurelles, mais en même temps, réduisons les budgets dans un environnement de choc technologique majeur. Pas étonnant que ce soit compliqué aujourd'hui à gérer. Sachant qu'au sein de chaque économie, vous avez chaque économie de la zone euro a ses problèmes. On le voit en Espagne, etc. Donc il y a une situation où on cumule aujourd'hui les incertitudes, à vouloir atteindre plusieurs objectifs en même temps. On crée beaucoup de confusion, on crée beaucoup d'incertitudes, et cette situation va se traduire effectivement par de l'incertitude supplémentaire et probablement pas par une activité très, très robuste. Ce qu'il faudrait, si on voulait trouver la recette miracle, c'est qu'effectivement l'environnement international s'améliore de façon très significative. Alors peut-être que le zoo qu'on voyait tout à l'heure en est un élément annonciateur, peut-être. On sera forcément attentif à cette question, mais peut-être que le choc positif est temporaire. Voilà. Soyons très attentifs à ces questions. Voilà ce que je voulais évoquer. Alors, y a-t-il des questions, Gwenaël? Il y a des questions, donc nous allons tenter d'y répondre. Oui, Anne-Sophie, merci pour le suivi, mais j'ai repris, je pense que j'ai été assez clair. Brigitte, les gouvernements ont-ils la possibilité de choisir les réformes structurelles plutôt que la contrainte budgétaire? Attendez, juste un truc. Les gouvernements sont élus pour faire de la politique. La politique, c'est de donner le cadre dans lequel on va évoluer. Et c'est ça leur job. C'est ça le rôle de la politique. Et donc, l'Europe, l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est une composante, un cumul, une agrégation de composantes politiques. Eh bien, voilà, c'est cette dimension-là la dimension politique est essentielle. Et si on ne veut pas prendre de risque, parce que derrière tout ça, soyons clairs, hein, si on a une activité qui se fragilise encore davantage, il y a un risque fort sur toutes les constructions monétaires qu'on a fait. Chacun pourra avoir la tentation de reprendre ses billes, parce qu'au bout d'un moment, chacun se lasse. Donc la construction politique, celle que mettait en avant Draghi, eh bien, il faut aujourd'hui encore la mettre en avant, parce que ça, c'est important. Et même si tous les exemples aujourd'hui, comme le commerce mondial progresse très lentement, les exemples de réduction des déficits publics quand personne ne veut dépenser et qu'il n'y a pas d'impulsion extérieure,
comment voulez-vous que ça se traduise autrement que par une réduction de l'activité? On ne va pas, je n'imagine pas que les ménages puissent se dire « Oh, chouette, l'État devient vertueux, je vais réduire mon épargne ». Ça ne marche pas. Cameron a essayé de faire ça en Angleterre, ça n'a pas marché. Et il n'y a pas de raison que spontanément ça marche, parce que c'est un petit peu trop compliqué. Et que pourquoi être altruiste de la sorte? Keynes nous disait, ce qui va compter à court terme, c'est l'évolution de mon revenu, et le risque, c'est que l'activité s'infléchisse encore, et c'est ce risque-là auquel on doit être attentif. Autre question d'Anne-Sophie. Quid des réformes du monde financier qui peuvent aider à rassurer l'Allemagne, très pushing sur la réduction de la dette? Ça aide ou c'est mineur? La question de la réforme bancaire qui est présentée actuellement, l'idée est très simple, c'est de dire, l'idée de la réforme bancaire, c'est de dire, on veut garantir qu'il n'y aura pas de risque financier, de risque systémique lié aux banques, et on veut réduire l'aléa moral. C'est-à-dire que si je prends un risque, je ne veux pas être sûr que l'État viendra m'aider par la suite si j'ai un problème. Donc c'est ça l'objectif. Alors les coups de ciseaux qu'évoque Karine Berger systématiquement, c'est de savoir la partie de la banque qui va aller vers le financement de l'économie, qui est perçue comme moins risquée, qui aura le soutien de l'État, et la partie qui sera perçue comme spéculative, risquée, et qui sortira du giron de la garantie de l'État. C'est ça la loi bancaire telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Alors il y a pas bien plus de détails que ça, mais cette situation en aucun cas ne garantira une stabilisation de la dette. Pour moi, ça n'a rien à voir. Les banques ne sont en rien responsables de l'augmentation de la dette publique, à part Dexia. Toutes les autres ont remboursé, si c'était nécessaire, ce qui a été apporté par l'État. Donc là-dessus, on n'est pas dans cette configuration. Alors, l'Allemagne veut être très vertueuse. Angela Merkel est en année électorale, elle sait que ça va plaire à son électorat, mais le risque, c'est que l'Allemagne soit touchée, soit affectée par ce qui se passe en zone euro, et que ça crée une autre situation. Alors, c'est ça, pour l'instant, la réforme du monde financier. On manque encore un peu de billes. On fait des réformes bancaires, oui, mais est-ce que supprimer les banques universelles en France est quelque chose qui sera forcément positif? Est-ce que je sais pas. Le risque sur cette réforme bancaire, et ce que dit Liikanen de la même façon, c'est que finalement, parce que il y a quand même un point sur lequel on doit être attentif. Au Texas, au début des années 90, en Espagne, en 2004, 5, 6, la crise bancaire, elle vient des caisses d'épargne, c'est-à-dire des banquiers totalement traditionnels. Je ne dis pas ça pour les gens qui sont sur la ligne et qui sont aux caisses d'épargne, mais c'est un comportement bancaire très traditionnel. Et pour autant, c'est ce comportement traditionnel qui a posé un certain nombre de questions. Et donc, la problématique n'est pas forcément dans le coup de ciseau que veut mettre Karine Berger. Il est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et donc, voilà, comment réfléchir à ces questions. Et la problématique, oui, ce que je voulais dire, c'est que le coup de ciseau de Karine Berger, c'est probablement la référence à la crise antérieure, mais on sait très bien, et ça se passe toujours comme ça, c'est que la prochaine crise ne se passera pas là où on l'attend, et elle ne se passera surtout pas là où elle était la fois précédente. Et donc, on peut être sûr que la crise ne viendra pas de cette partie-là, si le coup de ciseau est mis ici. Voilà ce qu'on pouvait évoquer aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et si vous êtes attentif à 16h45 sur iTélé, je vais raconter une petite histoire sur la croissance française, mais ça repassera probablement dans la soirée. Passez un excellent après-midi, et puis à la semaine prochaine. Au revoir à tous.